C'est Trouvez-moi un thriller à suspense Katie Winter du FBI, livre 2, écrit par Molly Black, lu par Audrey. Prologue. En cette matinée glaciale, Henry White s'était vu confier la mission la plus dangereuse de sa carrière jusqu'à présent. Il vérifia que les menottes et le pistolet paralysant étaient bien en place à sa ceinture pendant qu'il arpentait le long couloir de la prison. Il espérait que le transfert du détenu se passerait sans encombre et il était nerveux. « Ne t'inquiète pas », le rassura Joe, un collègue qui l'accompagnait. « Ce type est en isolement depuis des mois, il restera tranquille, c'est toujours comme ça. Ils sont trop contents de retourner dans une cellule normale. » Mais Henry se sentait toujours mal à l'aise. Après tout, ce prisonnier avait passé 3 mois en isolement parce qu'il avait tué un codétenu. Sans compter la série de meurtres qu'il avait commis à l'extérieur avant d'être finalement arrêté. Carl Dolan était un tueur en série violent et brutal, le type de meurtrier le plus dangereux qui soit. Mais Henry devait s'habituer à cette partie de son travail maintenant qu'il avait été promu et qu'il travaillait dans le quartier de haute sécurité de cette prison du nord de l'État de New York. Ils arrivèrent à la porte en acier qui séparait la zone d'isolement du reste de la prison. Joe ôta le trousseau de clés de sa ceinture et déverrouilla la porte qui se mit à clinquer bruyamment en s'ouvrant. Les 2 hommes s'engagèrent ensuite dans le petit couloir où se trouvait la cellule d'isolement. Henry s'approcha et regarda avec curiosité à travers l'épaisse porte aux barreaux d'acier. Il fut surpris de voir à quel point la cellule sans fenêtre était exiguë. Elle n'était pas beaucoup plus grande qu'un ascenseur. Un caisson en béton avec un lit en béton recouvert d'un matelas peu épais. Il y avait quelques couvertures grises et rêches et une petite grille de ventilation au plafond. L'évier et les toilettes en inox à proximité du lit étaient ternes et sales. Les murs étaient vierges, tachetés de quelques éclats et de salissures. Henry ne pouvait pas s'imaginer passer 23 heures par jour dans cet espace, sans aucun contact humain, à l'exception d'un garde occasionnellement. Le prisonnier était assis sur le lit, les coudes sur ses genoux et le menton posé sur ses mains. Il leva les yeux à leur arrivée. Henry sia. Il s'attendait à voir un homme grand et très musclé. Mais dans sa tenue de prisonnier grise, Dolan paraissait plutôt mince. Il était de taille moyenne, maigre et nerveux. Henry se sentit tout à coup rassuré. Si le prisonnier causait des problèmes, lui et Joe pourraient facilement le maîtriser. « Carl Dolan », annonça Joe. « Nous sommes ici pour vous ramener en cellule. Placez vos mains dans l'espace. Nous allons vous passer les menottes et les chaînes. » Les mains de Henry se mirent à trembler légèrement lorsqu'il prit le trousseau de clés et déverrouilla les menottes et les entraves pour les tendre à Joe. Il devait fortement se concentrer pour dissimuler sa nervosité. Il ne voulait pas montrer le moindre signe d'hésitation face au regard froid et perçant de Dolan. « Me passer les menottes et les chaînes ? Pourquoi ? » demanda Dolan. Sa voix était étonnamment douce. « Pour votre sécurité, » rétorqua Joe. « Pour votre retour dans le monde carcéral normal. »« J'y retourne ? » ?»« Exact. Votre période d'isolement se termine aujourd'hui. » Dolan secoua la tête. « Je ne veux pas y aller. Ils vont me tuer là-bas. » Il devint pâle et effrayé en prononçant ces paroles. Joe jeta un coup d'œil à Henry, qui semblait vouloir dire « Tu vois, il est désespéré. » Dolan plaça ses mains dans l'interstice. Ses ongles étaient inégaux et coupés grossièrement. Joe s'avança, serra fermement les menottes, puis les attacha à l'anneau en acier avant de se diriger vers l'entrée de la cellule. Joe ouvrit la porte pendant que Henry l'observait. Puis Joe entra dans la cellule et passa soigneusement les chaînes aux chevilles de Dolan. Henry se sentit soulagé lorsque leur prisonnier fut entièrement attaché. Une fois les chaînes en place, Joe saisit le bras de Dolan. « Tu vérifies la cellule ?» demanda-t-il à Henry. Henry rentra prudemment dans la pièce et vérifia que tout était en ordre. Il devait s'assurer que Dolan n'avait pas utilisé une partie des aménagements ou des installations de la cellule pour fabriquer une arme. La pièce était si minuscule et nue qu'il ne fallut qu'1 minute pour la fouiller. « C'est bon, dit-il. Allons-y. » Henry sortit de la cellule. Il ouvrit le verrou qui fixait les menottes à l'anneau en acier, puis il retourna dans la cellule. Le prisonnier était à présent menotté et enchaîné, et il ne restait que 5 minutes à parcourir les couloirs obscurs de la prison. Maintenant que cette partie du transfert était terminée, il ne comprenait pas pourquoi il avait été si nerveux. Joe avait raison après tout. C'était facile. Une fois sortis de l'isolement, les détenus ne voulaient pas créer de problème. Joe prit fermement le bras de Dolan. Sa respiration était sifflante alors qu'il accompagnait l'homme filiforme vers la porte. Ensuite, devant les yeux horrifiés de Henry, Dolan se mit subitement à convulser. Il se recroquevilla sur lui-même en hurlant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Henry se précipita à l'intérieur de la cellule. Joe tenait toujours le bras de Dolan et tentait de maintenir le prisonnier debout. « Qu'est-ce qui te prend, mec ? Qu'est-ce que tu as ?
s'exclama Joe alors qu'il se penchait vers l'avant, inquiet. Dolan saisit alors l'occasion pour le frapper. D'une torsion de bras, il encercla le cou de Joe de ses mains menottées. Le gardien n'eut le temps que de pousser un cri de surprise, puis il s'étouffa, laissant échapper un terrible son étranglé. Asphyxié, Joe vacilla vers la porte de la cellule, essayant désespérément de s'enfuir. Il jeta son bras sur le côté pour repousser son agresseur, mais Dolan maintenait fermement ses mains autour de son cou comme des tenailles. Les yeux de Joe étaient révulsés de terreur. Dolan enroula ses bras de manière à presser de ses mains chaque côté du crâne du gardien. Ah! Joe cessa toute résistance, son corps se relâcha et son visage afficha d'atroces souffrances. Henry entendit ensuite un bruit sec et sourd et Joe s'effondra. La situation avait tourné au drame. En un instant, Henry vivait son pire cauchemar. Il attrapa le pistolet paralysant à sa ceinture. Ses mains tremblaient beaucoup plus à présent, mais il devait maîtriser le prisonnier le plus vite possible. Il alluma le pistolet et se précipita sur le prisonnier, mais l'homme s'y était préparé. Dolan s'élança et asséna un coup de tête violent au gardien. Henry ressentit une douleur aveuglante lorsque son nez craqua sous l'impact. Les yeux larmoyants, il se mit à chanceler sur ses genoux. Il s'étouffait dans son sang et suffoquait. À l'aide. Alors même que Henry balbutiait ces mots en crachant du sang, il réalisa à quel point ils étaient futiles. Il se trouvait dans le quartier d'isolement. La porte de cette section se trouvait à moins de 100 mètres plus bas et hors de portée de voix. C'était le principe de l'isolement. Personne ne pouvait entendre vos cris. Henry se redressa. Joe était allongé au sol, la tête complètement tordue. Un mince filet de sang ruisselait sur le béton. Le gardien se remit péniblement sur ses pieds et tenta désespérément de recharger le pistolet paralysant pour une deuxième tentative, mais Dolan était trop rapide. Utilisant ses deux mains menottées comme un bélier, il renversa Henry en lui portant un coup à l'estomac. Le gardien heurta si violemment le sol qu'il en eut le souffle coupé. Le pistolet paralysant lui glissa des mains et percuta le mur. Les clés attachées à sa ceinture cliquetèrent donc sous l'impact. Puis Dolan se mit à califourchon sur lui et lui saisit le cou. Henry sentit le métal froid lui comprimer la gorge. Il essaya de se défendre, mais le détenu était trop fort. Ses voies respiratoires se refermèrent à mesure que Dolan écrasait sa pomme d'Adam avec le pouce. Il tenta de se libérer, mais son agresseur le tenait dans un étau. « Une machine à tuer », se souvint Henry. C'est ainsi que les gardiens avaient qualifié cet homme, et maintenant, ils savaient pourquoi. « Désolé, mec », dit Dolan presque à regret. Henry pouvait entendre sa voix résonner au loin. « J'ai des choses à faire, des endroits où aller. » Ses yeux sont aussi bleus que les glaciers, pensa Henry, piégé au sol et incapable de bouger, alors qu'il sombrait dans l'obscurité. Chapitre 1. Katie Winter ramait dans les eaux glacées et déchaînées. Elle se retourna et sourit à sa jumelle de 16 ans. « J'ai les rapides droit devant, Josie, mais la rivière est haute. On devrait éviter les rochers. Tu es prête ?» Souriant en retour, Josie acquiesça en repoussant ses cheveux brun foncé de son visage. Ses yeux verts étaient pétillants. L'eau froide éclaboussait Katie et lui glaçait la peau, mais elle le remarquait à peine. Elle se sentait réchauffée par la montée d'adrénaline que procure un acte dangereux. Interdit en réalité, car son père refusait de les laisser sortir en kayak lorsque la rivière était si impétueuse. Même Josie n'avait pas voulu sortir ce matin-là, mais Katie l'avait persuadée de l'accompagner. Les rapides étaient fougueux et déchaînés, comme si l'eau prenait vie. La rivière était torrentielle et ondulée par vagues. Secouant ses cheveux mouillés, Katie regarda devant elle. « Oui, nous allons passer par ces rapides. Ce sera notre meilleure sortie jusqu'à présent, dit-elle. « Allons-y. » Josie semblait excitée. « On fait la course ?» Bien sûr. Pour Katie, les rapides ressemblaient à des montagnes russes, sans rails ni ceinture de sécurité. Tout ce que vous pouviez faire était de vous accrocher à votre pagaie et espérer survivre. Mais elle n'était pas inquiète. Sa sœur et elle avaient fait du kayak toute leur vie. Elles savaient ce qu'elles faisaient et elles étaient ensemble. « Prête ?» demanda Katie. « Prête !» Elles plongèrent en avant, enfonçant leur pagaie dans l'eau. Josie était plus rapide. Son kayak bondissait et son gilet de sauvetage brillait sur l'écume. Katie sentit les embruns frapper et éclabousser son visage. Elle cligna des yeux, essayant de voir où la rivière l'emmenait. De chaque côté, elle aperçut les rivages sauvages et encore verdoyants en cette fin d'été. Au-dessus d'elle s'étendait un ciel uniforme et gris. Ensuite, elles arrivèrent dans les rapides. Mais ceux-ci étaient plus impétueux qu'elle ne s'y attendait. Beaucoup plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Katie sentit le torrent la saisir. La rivière semblait avoir une personnalité qui lui était propre, et la jeune fille réalisa qu'elle en avait mal évalué le pouvoir et la force.
Au-dessus du rugissement des rapides, Katie entendit Josie hurler. « Katie !» Les vagues étaient si hautes et agitées qu'elle ne pouvait plus voir sa jumelle. Elle serra les dents et plongea sa pagaie dans les torrents. Le kayak bondit en avant, évitant de peu les nombreux rochers dangereux. « Katie !» Le cri de Josie venait de derrière. Katie jeta un coup d'œil autour d'elle et aperçut sa jumelle. Prise de panique, elle constata que Josie était à présent aux prises-le avec le courant. Elle se dirigeait droite sur un rocher. « Vire à gauche, cria Katie. La prochaine série de rapides se profilait déjà. La rivière coulait autour d'elle en formant un mur d'eau rugissante et tonitruante. Elle aperçut les rochers, ses ombres sous les vagues bouillonnantes. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas se retourner. « Josie !» hurla-t-elle, en risquant un autre regard en arrière. Katie vit le kayak de sa sœur se renverser sur le côté, et Josie disparut sous l'eau. Non! Le pire s'était produit, et elle ne pouvait pas secourir sa sœur. Elle ne pouvait que lutter contre l'eau déchaînée et rejoindre l'autre côté des rapides sans perdre le contrôle. Elle ne pouvait rien voir au-dessus des torrents, mais elle savait que sa jumelle avait disparu. « Non !» s'écria à nouveau Katie. Puis elle s'extirpa enfin de son rêve et ouvrit les yeux. La réalité apparut peu à peu. Elle était dans son siège d'avion et elle frissonnait de sueur. À côté d'elle, un passager l'observait avec curiosité, l'air inquiet. « Ça va ? Voulez-vous que j'appelle une hôtesse ?» demanda le vieil homme. « Désolée, marmonna Katie. Un mauvais rêve. Je vais bien. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de se débarrasser des passages terrifiants de ce cauchemar récurrent. Elle n'était pas dans le kayak. Elle était dans un avion en direction du nord pour entamer une nouvelle phase de sa carrière en tant que représentante du FBI dans l'unité spéciale transfrontalière dont l'objectif était de combattre le crime dans la région de la péninsule Nord. Katie se sentait mal préparée pour son nouveau rôle. Son cœur battait encore la chamade. Elle agrippait les accoudoirs de son siège comme elle avait agrippé la pagaie afin de lutter contre les torrents violents. Lentement, elle relâcha sa prise et força ses mains à se détendre. Si seulement cela n'avait été qu'un rêve. Mais ce n'était pas le cas. Elle avait revécu un vrai souvenir, une tragédie qui avait défini le reste de sa vie. Josie avait disparu et n'avait jamais été retrouvée. Maintenant, elle retournait dans cette partie du monde où la douleur l'attendait, aussi crue et intense qu'elle ne l'avait jamais été. Cet endroit où ses souvenirs étaient enterrés et d'où provenaient tous ses cauchemars. C'était là que vivaient encore ses parents séparés. Cet incident avait détruit à jamais sa relation avec sa mère et son père. Une fois sortie de la rivière, Katie avait cherché Josie partout, parcourant les berges en criant jusqu'à s'époumoner. Elle était finalement rentrée chez elle à bout, les yeux ruisselants de larmes et frissonnante de froid et d'effroi. Son père était furieux. Elle ne l'avait jamais vu aussi en colère ou aussi terrifiée. Rapidement, une équipe de recherche, composée de bénévoles et de la police locale, s'était mise en place. Ils avaient passé au peigne fin cette partie de la rivière. Quelques heures plus tard, ils avaient retrouvé le canot de Josie, endommagé, coincé dans les rochers à quelques kilomètres de là. Ensuite, ils avaient découvert le gilet de sauvetage accroché à une branche. La gorge de Katie se serra. Ses yeux brûlèrent de douleur lorsqu'elle repensa à cette veste brillante, accrochée à un arbre, et ce que cela avait provoqué chez elle. La police avait interrogé des habitants, espérant que quelqu'un aurait aperçu Josie. Peut-être avait-elle été frappée à la tête et souffrait-elle d'amnésie. Peut-être était-elle encore en vie. Mais il n'y avait aucun signe de Josie. Elle avait disparu sans laisser de traces. Katie se rappela la manière avec laquelle sa mère s'était tenue dans le hall d'entrée ce jour-là et l'avait regardée. La colère et la douleur qu'elle pouvait lire sur son visage l'avaient anéantie. « Qu'as-tu à dire pour ta défense ?» avait demandé sa mère en sanglotant. « Que s'est-il passé là-bas ?»« Rien, nous faisions juste du kayak. Par ce temps, tu savais que tu n'aurais pas dû. Maintenant, Josie est morte. C'était un accident. On a certainement traversé les rapides de la mauvaise manière. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver, ou comment son gilet de sauvetage s'est détaché, ou comment elle a disparu. » Puis une terrible nouvelle avait brisé non seulement Katie, mais toute sa famille. La police avait retrouvé un homme près de l'endroit où Josie avait disparu. C'était Charles Everton, un meurtrier notoire, évadé de prison. Quand il lui avait demandé s'il avait vu Josie, s'il avait joué un rôle quelconque dans sa disparition, il s'était contenté de sourire. Il n'avait pas dit un mot. Katie était convaincue qu'il l'avait trouvée et qu'il l'avait enlevée. Elle s'était toujours promis qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elle le retrouverait en prison, où il purgeait sa peine à perpétuité. Elle lui demanderait alors toute la vérité concernant la disparition de sa sœur. La douleur était aussi vive qu'elle l'avait été ce jour fatidique. Elle savait que cela ne s'améliorerait jamais, mais que cette expérience avait tout de même façonné sa vie.
Suite à cet événement, elle avait choisi de rejoindre le FBI et de passer sa carrière à chasser des monstres, comme celui qui était responsable du meurtre de sa jumelle. L'avion survolait à présent les ébaues noires du lac Huron. Elle baissa les yeux vers l'étendue d'eau qui paraissait glaciale et menaçante. Au-delà, se déroulait un paysage hivernal, enneigé et sans relief. Dans ces vastes régions sauvages, les gens vivaient hors réseau et souvent en marge de la société. Elle ne pouvait plus rien faire pour sa sœur. Josie était morte, mais elle pouvait encore protéger les autres. Elle comptait utiliser son expérience et ses connaissances locales de manière positive pour traquer d'autres monstres, des fugitifs qui se cachaient et espéraient ne jamais être retrouvés. Frissonnante, elle jeta un coup d'œil à son téléphone et découvrit un récent message de Scott, le chef de l'unité spéciale. « Je viens à l'instant d'apprendre qu'un prisonnier s'est évadé d'une prison de New York. S'il ne le retrouve pas et qu'il tente de fuir vers le nord, il arrivera sur notre territoire et l'unité spéciale pourra s'en mêler. J'ai demandé plus d'informations dès que possible. Rendez-vous à 10h pour en discuter. » Chapitre 2. En arrivant devant son appartement situé à Sault-Sainte-Marie, Katie se préoccupait bien plus de cette nouvelle affaire que de son emménagement dans sa nouvelle location. L'unité spéciale s'était installée dans cette ville, située sur la rivière Sainte-Marie au cœur des Grands Lacs, car elle occupait une position centrale et chevauchait à la fois les États-Unis et le Canada. Son déménagement ici marquerait le début d'une toute nouvelle vie. Katie avait l'habitude de voyager léger. Les agents du FBI étaient fréquemment mutés et, en tant que spécialiste des tueurs en série, elle avait déménagé bien plus que la moyenne. Elle n'avait pas beaucoup d'équipement. 2 gros sacs contenaient l'entièreté des vêtements dont elle avait besoin pour s'installer dans son nouvel appartement et quelques cartons avaient déjà été livrés. En descendant de la voiture, elle fit rouler ses sacs à l'intérieur de l'immeuble et récupéra les clés de la boîte aux lettres dans le hall d'entrée. Puis elle prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage, se dirigea vers l'appartement 301 et ouvrit la porte. Une fois à l'intérieur, Katie fut ravie de découvrir un espace spartiate et fonctionnel. L'endroit semblait basique et propre, avec un parquet sombre et des murs blancs. Le salon comportait un canapé d'angle, un bureau et une lampe, une bibliothèque et un meuble TV. La cuisine était simple, équipée de nouveaux comptoirs presque blancs et d'une table et de chaises blanches et modernes. Il y avait une petite salle de bain avec une douche et des toilettes basiques. Plus loin se trouvait sa chambre, composée d'un lit double, d'une armoire et d'une petite commode. Elle emporta ses sacs et les posa près de la porte de la chambre. Puis elle se dirigea vers la fenêtre et tira les rideaux. Même en cette journée maussade, elle avait une vue imprenable sur la rivière Sainte-Marie qui serpentait entre les 2 pays. Elle était du côté du Michigan et pouvait regarder de l'autre côté de l'eau, vers le Canada. Katie avait appris que cette ville pittoresque, l'une des plus anciennes colonies françaises d'Amérique du Nord, avait été établie, à l'origine, le long de la route des fourrures Hutchins. Elle était ensuite devenue une plaque tournante pour les industries sidérurgiques et forestières. Ensuite, ces industries avaient peu à peu disparu, faisant chuter la population à environ 70 000 habitants. Elle restait malgré tout une destination populaire pour les touristes et les amateurs de sport, surtout en hiver. Elle se détourna de cette vue fascinante et vérifia dans un premier temps les différents verrous que comportait cet appartement moderne. Comme tous les agents du FBI, elle veillait toujours à la sécurité. Elle devait rester vigilante, même si elle se trouvait dans un quartier relativement sûr et animé de la ville, et travaillait avec des forces de l'ordre expérimentées. Les serrures des portes et des fenêtres étaient toutes en bon état de fonctionnement. Scott avait bien choisi, c'était rassurant. Katie déballa quelques affaires usuelles, puis vérifia l'heure. Il était 9h30 du matin, et il était temps de se rendre au nouveau bureau, qui se trouvait également du côté du Michigan. D'après Scott, ce n'était qu'à 3 minutes en voiture, ou à 10 minutes à pied, de son appartement. Elle se sentait étonnamment excitée à l'idée de revoir son équipe depuis la dernière enquête sur laquelle elle avait travaillé, et de retrouver l'inspecteur Leblanc, qui serait son partenaire. Katie décida de s'y rendre à pied et s'enveloppa de sa parka avant de sortir. Alors qu'elle marchait dans la rue, elle observa la ville autour d'elle, s'imprégnant des images et les sons. Le centre-ville était petit mais charmant, et elle remarqua que de nombreux immeubles affichaient un style plutôt européen. Grâce aux touristes, la ville bourdonnait d'activités malgré le temps glacial. L'endroit était animé, des gens se promenaient, d'autres attendaient aux arrêts de bus, faisaient du shopping ou se dirigeaient vers leur voiture. Devant elle se trouvait le bâtiment dont Scott lui avait donné les coordonnées. Ce devait être leur nouveau quartier général. Elle ouvrit la porte puis parcourut l'endroit du regard. D'après Scott, c'était un ancien entrepôt spacieux
qui avait conservé une atmosphère industrielle. Mais à présent, cela ressemblait indéniablement à un quartier général de police. L'endroit était équipé d'une demi-douzaine de nouveaux bureaux, d'ordinateurs, de chaises et de quelques grands tableaux blancs sur les murs. Plus loin se dressait un mur de séparation qui, selon Katie, menait probablement à une salle de réunion improvisée. Scott se tenait près de la petite cuisine du bureau. Il se retourna lorsqu'elle entra. « Génial, vous êtes là », dit-il en marchant vers elle pour lui serrer la main. L'inspecteur aux cheveux gris portait un jean et une épaisse parka verte. « Comment s'est passé votre vol et votre appartement ?»« Mon vol s'est bien passé et l'appartement est un excellent choix. » Katie sourit. Derrière Scott, au coin café, elle aperçut le grand Leblanc qui semblait en forme. Elle remarqua instantanément ses cheveux noirs soigneusement coupés et sa peau mate. Ses yeux sombres s'écarquillèrent quand il l'aperçut, et un sourire se dessina sur son visage. Ce n'était pas exactement une expression accueillante d'après Katie. Cela ressemblait davantage à de l'arrogance. « Je savais que vous ne pourriez pas rester à l'écart », déclara Leblanc avec un accent français, plus parisien que québécois. Après tout, Paris était l'endroit où son partenaire d'enquête avait passé la majeure partie de sa vie. « C'est bon de vous revoir », dit-elle, alors qu'il s'avançait vers elle. Elle lui serra la main, constatant qu'il n'avait pas changé d'un poil. Il était grand, brun et bien bâti, et ses yeux sombres formaient un regard froid et calculateur. Il retourna au coin café, la laissant le suivre. Katie avait retrouvé tout ce qu'elle aimait chez son partenaire et tout ce qu'elle n'aimait pas. Elle sentait qu'il parviendrait à l'atteindre personnellement. Son partenaire pouvait être à la fois inestimable et insupportable. « Nous allons commencer notre réunion maintenant, puisque nous sommes tous ici », annonça Scott. « Il s'agit d'un briefing général. Nous attendrons d'obtenir plus d'informations sur l'affaire dont je vous ai parlé, avant de décider de notre intervention. Suivez-moi. » Il vérifia son téléphone, visiblement impatient que l'information arrive. Katie se servit un café et se dirigea vers la porte du mur de séparation qui menait à la salle de réunion où le reste de l'équipe était assis. Elle reconnut l'inspecteur canadien Clark et le psychologue de la police Chris Johnson, ainsi que l'inspecteur Damien Anderson du service de police de Toronto. C'étaient de bonnes personnes, perspicaces, appliquées et talentueuses. Ensemble, ils avaient résolu la première affaire dont elle s'était chargée et qui l'avait amenée jusqu'ici. « Bonjour messieurs », les salua-t-elle, appréciant les réponses en chœur. Aucun d'entre eux n'était arrogant, releva-t-elle. Uniquement son propre partenaire. Pendant un instant, elle se demanda si elle avait mal évalué sa capacité à travailler avec Leblanc sans heurts. Il flottait une atmosphère d'urgence dans la salle de réunion. Katie savait que tout le monde attendait d'en savoir plus sur cette potentielle nouvelle affaire. Tout d'abord, quelques informations sur la façon dont nous allons travailler, commença Scott en vérifiant à nouveau son téléphone. Nous avons mis en place un réseau entre les services d'urgence de tous les commissariats de police locaux, ainsi que les appels au 911 de la région. De cette façon, nous centraliserons toutes les alertes au fur et à mesure. Nous ne voulons plus être informés 3 jours ou même une semaine plus tard. Nous avons déjà vécu pareille situation et il y a eu trop de morts. Katie remarqua des hochements de tête approbateurs autour de la table. Les retards avaient coûté cher à l'équipe dans l'enquête précédente. Cela aurait pu être très différent s'ils avaient été impliqués dès le départ. Lorsque nous avons mis en place ce réseau ce matin, l'évasion du prisonnier était l'une des premières notifications reçues. J'ai immédiatement appelé la police locale. À ce moment, le téléphone de Scott sonna et il décrocha rapidement. Katie échangea des regards avec les autres. Une certaine tension et de l'impatience régnèrent dans la pièce. « Nous avons plus de détails », dit-il. « Lesquels ?» s'enquit Clark, impatient. Son nom est Carl Dolan et c'est un tueur en série incarcéré depuis 2 ans seulement. Il a commis une série de meurtres aux États-Unis et au Canada. Katie remarqua à nouveau des hochements de tête solennels autour de la table. De toute évidence, ce nom ne leur était pas inconnu. J'ai travaillé sur un des meurtres commis par Dolan il y a quelques années, près de Toronto. C'était un crime sordide et barbare qui avait semé la terreur dans la communauté, expliqua Clark d'une voix sombre. C'est un résident canadien qui a commis des meurtres au Canada, puis il s'est déplacé vers le sud, à New York, où il a été capturé après avoir de nouveau tué. Il a fait 7 victimes à ma connaissance dès l'âge de 20 ans. Il en a 30 maintenant. Il s'est échappé lors d'un transfert de l'isolement en cellule, poursuivit Scott. Il a tué 2 gardiens de prison et est sorti en utilisant leurs clés et leurs cartes d'accès. Les autres gardiens se sont mis à sa poursuite dès qu'ils ont découvert ce qui s'était passé, mais ils ont perdu sa trace à l'extérieur. Il y a beaucoup de neige et de vent violent là-bas en ce moment. Ils n'ont aucune idée de la direction qu'il aurait pu prendre. Il pourrait avoir traversé la frontière de l'État vers le sud et se diriger peut-être vers la forêt nationale d'Allegheny. Ce serait un bon endroit pour se cacher.
ou il pourrait se diriger vers le nord et chercher à franchir la frontière. Si c'est le sud, nous ne pouvons pas nous en charger. Si c'est au nord, nous pouvons intervenir immédiatement. D'où s'est-il échappé ? Demanda Anderson. De la prison de haute sécurité de Northfields, qui se trouve dans l'État de New York, près d'Ellicottville. C'est à environ 150 km de la frontière canadienne. Le nom de la prison frappa Katie de plein fouet. Les souvenirs jaillirent et lui donnèrent tour la chair de poule. C'est à Northfields qu'Everton purgeait sa peine. L'assassin présumé de sa sœur y était incarcéré. Nous devons trouver Dolan, lança Katie instinctivement. Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'un tueur en série puisse s'échapper à nouveau de cette prison. Il devait retrouver Dolan dès que possible, ou de nombreuses autres vies seraient détruites. Chapitre 3. Leblanc fut surpris de voir Katie aussi nerveuse pendant que Scott leur donnait des détails supplémentaires sur l'affaire. On aurait dit qu'elle trépidait d'envie de se charger de l'enquête, alors qu'ils ne savaient pas encore dans quelle direction le prisonnier s'était enfui. Ils auraient encore beaucoup à faire. Les données du réseau étaient mises à jour en permanence. Il se passait beaucoup de choses dangereuses dans la région, même si ce n'était pas du même niveau qu'un tueur en fuite. « Je ne pense pas que nous ayons besoin d'y aller », avança Leblanc. La prison est loin de la frontière la plus proche, sans compter la neige qui va le ralentir. Katie le regarda. « Le temps presse, dit-elle. Nous devons absolument nous rendre à Northfields. » Leblanc observa plus attentivement sa partenaire. Il pouvait déceler de l'inquiétude dans ses yeux, mais il n'en comprenait pas la raison. « Où en sont les recherches ?» demanda-t-il à Scott. « Y a-t-il des progrès ?» « Les rapports arrivent rapidement, répondit-il après avoir parcouru les dernières mises à jour. Le réseau est complètement opérationnel. La police de l'État de New York est déjà sur le coup et la Pennsylvanie se tient prête et surveille la frontière de l'État. La police fédérale est également sur place. Ils mèneront les recherches dans l'arrière-pays. La police locale passe chaque rue au peigne fin. Et ils ne l'ont pas encore trouvé ? Leblanc fronça les sourcils. Êtes-vous sûr ? Avec un temps pareil, il est quasi impossible de se cacher. Je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'il pourra se cacher longtemps. Pour le moment, nous observons simplement la situation, déclara Scott. Le problème est qu'il pourrait se diriger vers la frontière. Pourquoi ferait-il ça ? Demanda Anderson. Ce serait beaucoup plus logique pour lui d'aller vers le sud, aussi loin et aussi vite qu'il le peut, et se cacher dans la forêt. Katie secoua la tête. C'est un résident canadien. Il voudra retourner en territoire familier. S'il provient de cette région, il sait comment survivre dans la nature en hiver. Il s'habillera en conséquence et il ira là où il pourra se faire discret. Il n'ira peut-être pas aussi loin, soutint Leblanc. Il s'adossa à sa chaise et prit une profonde respiration. Il n'aimait pas être bousculé comme ça. Ce n'était pas la façon de gérer les choses. Qu'est-ce qui se passe avec Katie ? Se demandait-il. Katie se pencha en avant, son regard fixé sur l'écran. Nous devons l'arrêter, insista-t-elle. À la manière dont elle s'exprimait, Leblanc se demandait si cela signifiait plus pour elle. Quel est le problème, Katie ? Lança Leblanc. Dites-nous pourquoi c'est si personnel. Katie le regarda, surprise et apparemment sur la défensive. À présent, tout le monde dans la salle attendait sa réponse. Vous savez que ce n'est pas personnel. Un dangereux criminel est en fuite. En ce moment, chaque personne sur place et en mesure de participer à cette recherche empêchera que d'autres meurtres ne se produisent. Leblanc inclina la tête en la dévisageant. C'était une bonne réponse, mais Katie semblait davantage se justifier. Selon lui, elle ne disait pas toute la vérité, mais au moins, elle savait ce qu'il pensait à présent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.